Je me réveille. Je réveille Cécile en même temps. Elle me dit « Tu n'es pas bien ». C'est la première question que nous nous posons. Je lui dis « Je me demande si vraiment Oka est ici ». Elle me dit « Oui ». Ah, parce que j'ai rêvé d'elle. Elle me demande mon rêve. Je lui dis par pudeur que je ne m'en souviens plus. Par pudeur parce que Cécile continue à rêver et ne se souvient pas de ses rêves. Et Cécile souffre de ne pas se souvenir de ses rêves. Moi, je me souviens de mes rêves, mais je ne suis pas sûr de m'en souvenir entièrement. Ce dont je suis à peu près sûr, c'est que je refais un peu de mes rêves en les inventant et en m'en souvenant. Je les arrange peut-être. Je n'ai pas envie de les arranger. Je fais en sorte qu'ils soient clairs, d'une certaine façon qu'ils soient comme valables. C'est-à-dire que je ne me mente pas, que je fasse comme avec le dessin. Le dessin aussi, non pas j'arrange, mais je l'aide, je le pousse quelque part. Je fais en sorte que je puisse le continuer. Tout tient à ça. Chez l'artiste, tout tient là-dedans. De ça, je suis entièrement certain. L'artiste veut tenir le coup. Sinon, l'artiste, il y a longtemps qu'il est relâché. Pourquoi les artistes se tuent-ils? En dehors de grosses choses qui arrivent et qu'ils ne peuvent pas surmonter, ce n'est pas seulement ça. Il y a tout à coup une sorte de perte. La perte, c'est ce qui guette l'artiste. Tout à coup, l'artiste se met à regarder dehors. Vous rentrez, vous le voyez, qu'est-ce qui se passe? Tu observes, et il dit non, je regardais, et tu voyais quoi? Mais je ne voyais rien, justement. Mais tu as travaillé ce matin? Non, ça fait déjà quelque temps, je ne travaille pas. Mais alors marche. Oh. Donner des conseils à un artiste, ça n'est pas possible. C'est toujours un conseil contraire, c'est toujours ce qu'il ne voulait pas entendre. L'artiste, l'homme qui est ça, c'est-à-dire l'homme qui ne se pliera pas. Il y a des artistes qui se plient, beaucoup d'artistes se plient. Beaucoup sont des espèces de cocottes, pas des putains. Ou des putains, c'est autre chose. Être une putain, c'est vraiment subir. C'est vouloir faire croire au client que oui, c'est bien ce qu'il fait. Ah, les artistes, ils sont pas ça. Ils s'arrangent pas à être conformes de cette façon-là, en faisant croire que, tout en ayant ressenti dans leur corps quelque chose qui les labourait. Non. Eux, ils veulent labourer quelque chose, un chant tranquille, et il faut que ça tourne, il faut que ça marche, il faut qu'on en parle. Ouais. Non. Pour moi, je parle de l'artiste. L'autre, celui qui pourrait devenir fou à tout instant. Celui qui pourrait tuer à tout instant. Pas seulement se tuer, mais tuer, c'est-à-dire payer ce qu'il aurait fait. Se tuer, il ne paye pas. Tuer la femme avec qui il vit. Tuer la voisine qui, depuis des années, fait du bruit toute la nuit. Tuer celui qui, le matin, le gêne quand il sort. Tuer celui qui ne connaît pas. Se tuer, c'est le mieux. L'artiste, l'homme qui est comme ça, qui est nécessairement un artiste, qui n'est pas pour autant un homme qui peint, qui écrit, qui joue, mais un homme qui est là, qui se tourne et se retourne, qui se demande pourquoi c'est, pourquoi vit-il, comment vit-il, est-ce que ça peut encore durer, est-ce qu'il supportera ça? L'homme non pas inquiet, l'homme habité par l'immense angoisse souffrante. Oui, vous connaissez ça? Si vous ne connaissez pas, taisez-vous, allez chez vous, ne dites pas « je connais », ne dites pas « j'ai connu quelqu'un », on ne connaît jamais quelqu'un qui a ça. Celui qui a ça, il se cache. Moi, je préfère me cacher. Moi, à la Châtre, je les emmerde tous. Je les emmerde parce que à la Châtre, comme ailleurs, mais ici plus qu'ailleurs. Pourquoi plus qu'ailleurs? Parce que c'est petit, et qu'à peine vous sortez, on vous connaît, on vous regarde. Ailleurs, on vous connaît moins. Un peu plus loin, on ne vous connaît pas. Oui, il faut à tout prix, c'est ça la cause vitale,
Il fait. Mais la cause vitale, c'est de tenir. C'est de tenir devant ce qu'il y a inévitablement d'immonde. C'est immonde. C'est immonde. Personne ne parle comme lui. Personne ne mange comme lui. Personne ne voit les choses. Tout le monde voit la même chose. Mais lui ne voit pas la même chose. C'est fou, ça. Ça, c'est un fou. Ça, c'est un fou qu'on veut arrêter. On voudrait faire un croche-pied qui tombe, on appelle les pompiers, on dit il est tombé, regardez, il s'est cassé la colonne vertébrale, il s'est cassé un bras, emmenez-le. On est débarrassé. On peut dire après, ça y est, le type qui était là, mais il avait une sale gueule, mais il ne faisait pas comme les autres, mais il sortait quand nous on rentrait, mais il souriait quand nous on ne souriait pas. Et puis regardez encore ce qu'il fait. Là, il y a une voiture qui vient. Qu'est-ce qui sort de la voiture? Qu'est-ce qu'on amène chez lui? L'artiste, s'il n'a pas une caisse enregistreuse pour son fric entre les jambes, il n'est pas comme les autres. Tous, ils ont une caisse enregistreuse. Tous, ils assassinent. Tous, ils sont prêts à tuer le dernier des mots qui tiendrait encore debout, qui ne crierait pas au secours, mais qui ne voudrait pas qu'on le tape. Tout le monde tape sur le dernier des mots. L'artiste, non. L'homme qui est comme un artiste, non. Il est chez lui, il est allongé. Il sort son sexe, il le branle tout doucement. Voilà. Et les autres, pendant ce temps, oh, ils font ce qu'ils veulent. Ils coupent des oignons. Ils regardent leur cadran. Ils comptent leur argent. La femme artiste, elle ne fait pas ça. La femme artiste, elle rentre chez elle, où elle se lève de son chevalet, de sa table, de son établi. La femme artiste, elle s'allonge. Elle s'allonge et elle pleure. La femme artiste, voilà ce qu'elle fait. Elle s'allonge et elle pleure. Elle appelle. Elle n'appelle pas quelqu'un qui existe, elle appelle toujours ce qui n'existe pas. L'enfant artiste, non pas l'enfant de l'artiste, l'enfant qui est né artiste dans une famille qui ne l'est pas. Il est là. Il se touche le ventre. Il regarde ses pieds. Il se met devant la glace. Il approche sa bouche, il embrasse sa bouche. Il ouvre un tiroir. Il sort du tiroir un mouchoir. Il le met autour de son cou. Il le serre tout doucement. De plus en plus, tout doucement. Il tombe. Un chien artiste. Le chien d'un artiste. Il ne dort pas comme les autres. Il dort sur le lit, dans la couverture. Il prend l'oreiller, il le tire avec sa gueule. Il l'amène là où il est. Il marche dessus. Il fait un rond dessus. Il marche sur l'oreiller. Il se laisse tomber. Il fait un. Il dort. Le chat d'un artiste. Il n'est pas seulement à la fenêtre à regarder dehors. Le chat d'un artiste, il regarde à l'intérieur de sa peau. Il a décidé de compter tous les poils qu'il avait sur tout son corps. Ça fait déjà 11 ans qu'il a commencé à compter tous les poils de son corps. Il va y arriver. Il vivra jusqu'à 21 ans. Tous les poils, il les aura répertoriés. La couleur changeante, il l'aura notée. Ses yeux bleus, il les aura maintenus, entretenus, polis, brillants. Le chat d'un artiste, ça ne mange pas un oiseau. Le chat d'un artiste, ça retient un oiseau dans sa tête. Ça fait comme ma petite chatte sirène. Ça attrape une hirondelle. Ça attrape une hirondelle. Ça la colle par terre, sur le sol. Ça laisse son ami homme venir. Et l'ami homme lui dit « Qu'est-ce que tu fais, sirène ?» Et sirène, elle se relève. Elle retire ses pattes. L'oiseau s'envole. C'est ça un chat d'artiste.
quand Bara, la mère de Zaza, quand Bara a commencé à souffrir, quand Bara allait d'un panier à un autre panier, quand Bara me suivait tout le temps, quand pour pisser, elle voulait que je sois avec elle, pour le reste, elle voulait que je sois avec elle, pour manger, elle voulait qu'on assiste à son repas. On ne devait plus lui mettre la gamelle et la laisser manger. On devait lui mettre la gamelle et rester près d'elle. Quand Bara est montée dans mon atelier, elle a voulu que j'arrête de dessiner. Elle a voulu monter sur mes genoux. Je l'ai prise, elle ne pouvait plus monter sur mes genoux. Je l'ai caressée. Elle tendait sa tête vers moi. Sa tête et ses yeux. Ses oreilles étaient le long de ses joues. Je l'ai caressée tout doucement, sur le cou, sur le dessus de la tête, autour des yeux. Je suis descendu. Pendant 2 heures, on est restés ensemble, allongés, moi à la caresser, elle à me regarder. J'ai caressé sa poitrine, j'ai caressé à la hauteur de l'estomac, j'ai caressé un peu vers le ventre. Et puis là, j'ai pris chacune de ses tétines entre mes doigts. Puis je faisais un petit rouleau avec. Puis je passais à l'autre, encore un petit rouleau. Et puis la troisième, encore un petit rouleau. Puis la quatrième, un petit rouleau. Et puis j'ai remonté de l'autre côté, le petit rouleau de la cinquième, avec le téton. Et puis le sixième. Et puis le septième. Et puis le huitième. Et bêtement, comme un homme qui est ami de sa chienne, je lui ai dit, j'ai touché tout le corps de la Bara. Le corps de la Bara, il est joli. La Bara, elle est fatiguée. Elle est vieille, la Bara. Alors elle a voulu se retourner, se mettre sur le dos en même temps que sur mes genoux. Elle voulait que je la tienne, sans doute comme j'avais tenu sa petite chienne quand elle l'avait faite, la Zaza, ou bien elle quand je l'avais trouvée, toute petite, et je la tenais dans mes bras sur le dos. Et je l'ai tout doucement comme bercée, caressant ses yeux, caressant ses oreilles. De temps en temps, je l'embrassais. Un chien, ça ronronne. Elle ronronnait, elle grognait. Après, on est allé se coucher. Alors on l'a mise dans son panier. On voyait qu'elle était fatiguée. Elle avait sué. Elle a passé sa nuit, sans doute sans dormir. Je l'ai vue 1 fois, 2 fois. Non, ça allait. Ça allait comme ça pouvait aller. Le matin, quand on s'est levé, là, ça n'allait plus. Elle était hors de son panier. Elle avait fait pipi par terre. Elle avait fait le reste par terre. Elle s'était comme couchée dedans. Quand elle a vu que je rentrais dans la pièce, elle m'a regardé, c'était peut-être, presque pour s'excuser. Je ne lui ai rien dit. Je l'ai prise, je l'ai mise dehors, je l'ai déposée sur la terrasse. Je lui ai dit, comme j'ai toujours dit, au chien, il faut faire pipi. Elle a essayé de marcher, elle ne pouvait plus. Je lui ai dit, il faut essayer de faire caca. Elle a essayé, elle ne pouvait plus. Elle me regardait. Elle ne me demandait pas. Je ne lui prêtais pas. Il y avait seulement chez elle une immense tristesse. Elle savait qu'elle me contrariait. Elle savait qu'elle faisait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Je l'ai ramenée dans la pièce, dans la cuisine. Je l'ai allongée dans son panier. Elle ne pouvait plus bouger, elle était comme paralysée. J'ai nettoyé les saletés qu'elle avait faites. Cécile lui a préparé quelque chose pour qu'elle puisse le manger. Elle l'a mis dans sa bouche. Elle n'a pas pu le mastiquer. J'ai essayé de l'enfoncer. Ça ne pouvait pas rentrer. Tout était déjà serré, fermé. Son corps disait non. Au bout de quelques heures, elle fermait les yeux. Elle était de plus en plus tremblante. Ses poils étaient tout collés. La sueur était là. C'était fini. Bara était fini. Bara, elle est morte. Bara, elle m'a regardé quand elle est morte. Bara, elle a poussé un tout petit cri. Et puis elle a fermé.